Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur livre. Quel rôle a joué le Coran dans l'histoire de la culture et de la pensée européenne? Dans quel but a-t-il été traduit depuis le XIIe siècle en Europe? Et comment sa réception et son influence auprès des Européens a-t-elle évolué jusqu'au XIXe siècle? C'est tout l'objet d'un travail collaboratif de recherche européen dont je reçois aujourd'hui l'un des principaux investigateurs, John Tolan. Bonjour John. Bonjour Hassan. Vous êtes professeur d'histoire à Nantes Université et co-directeur du projet The European Quran, donc le Coran européen, dont certains résultats sont présentés pour le grand public dans 2 publications qui paraissent simultanément. Un livre intitulé Le Coran européen aux éditions Hermann et une bande dessinée intitulée Safar aux éditions Petit à Petit. Et puis à la fin de l'entretien, nous aborderons évidemment la polémique qui a éclos suite à une tribune dans Le Figaro parue récemment et qui attaque le projet notamment. Mais tout d'abord, donc parlons de ce projet. Commençons peut-être par présenter le consortium de chercheurs qui est à l'origine de ce projet. Vous avez été accompagné par plusieurs universitaires européens. Comment s'est construit le projet et quels sont les buts que vous êtes assignés? Donc, je mène ce projet avec Jan Lopp de Copenhague, Mercedes García Renal de Madrid et Roberto Tottoli de Naples. Et on a monté ce projet, donc on se connaissait, on travaillait. Bon, moi je suis le médiéviste, les 3 autres sont plutôt modernistes. On avait collaboré sur différentes choses. On travaille tous de manière différente sur la réception de l'islam en Europe. Et on a décidé de travailler ensemble, de monter ce projet spécifiquement sur le Coran et sa réception en Europe. Et on a proposé notre projet au Conseil européen de la recherche, ERC, qui est un des grands organismes de financement européen de la recherche et maintenant un des grands financeurs au niveau mondial et qui finance des projets dans toutes les disciplines, de l'anthropologie aux zoologie. Et nous avons présenté ce qu'on appelle un Synergy Grant, c'est-à-dire qui est porté par nous 4 pour un grand programme sur ces questions. Et donc on était très contents et très fiers parce qu'il y a que 10-12% de ces projets qui sont approuvés, donc par des experts uniquement sur des critères scientifiques. Et donc on a commencé ce projet, on a recruté une équipe de postdocs, de doctorants, de chercheurs associés, on a une quarantaine en tout, travaillant sur différents aspects de la réception du Coran en Europe, de la Lituanie au Portugal, du XIIe siècle jusqu'au début XIXe. Et on a une série de publications scientifiques en anglais chez De Gruyter à Berlin. On a déjà publié 11 livres, il y aura sans doute une vingtaine à la fin du projet. Mais comme vous dites, on a souhaité aussi apporter les fruits de nos travaux au grand public par ces 2 publications, Safar, la bande dessinée, et le Coran européen, et aussi par une série d'expositions. Donc, il y a une exposition qui a lieu depuis septembre l'année dernière à Vienne, une autre exposition qui a eu lieu de février en avril de cette année à Tunis. Il y a une exposition à Nantes en ce moment, donc de 17 mai jusqu'au 31 août, qui s'appelle Le Coran des histoires européennes. Et il y aura une autre exposition à Grenade. Donc, ces expositions sont toutes sur le même thème, mais c'est pas exactement pareil parce que chacune s'appuie sur des collections locales et donc le thème est un peu différent. Par exemple, à Vienne, évidemment, on est au cœur de l'Europe où on est la culture est marquée par ces confrontations entre l'Empire Habsbourg et l'Empire ottoman. À Grenade, c'est surtout le contexte espagnol, des musulmans arabophones d'Espagne. Ensuite, ces musulmans qui ont commencé à traduire le Coran, des extraits du Coran en al-Jamiado, c'est-à-dire en espagnol écrit en alphabet arabe. Et ensuite des chrétiens qui ont fait des traductions en latin, en espagnol. Et à Tunis, évidemment, c'est le seul des expos qui était fait dans une ville en dehors de l'Europe, dans un pays musulman. Donc ça a changé
la donne, en quelque sorte, et on a travaillé sur des très beaux exemplaires du Coran dans les collections tunisiennes, mais aussi sur l'événement de 1535 qui était le sac de Tunis par les Espagnols de Charles Quint. Et dans ce butin que l'armée espagnole a ramené en Europe, il y avait de nombreux manuscrits dans les Corans qui, assez paradoxalement, ont eu un rôle important dans la diffusion de connaissances du Coran, des langues arabes. Certains de ces manuscrits pillés ont passé dans les mains des grands érudits orientalistes à partir du XVIe et jusqu'au XIXe siècle. Et donc à Nantes, notre expo s'appuie sur des collections locales, nantaises, et aussi sur quelques très beaux manuscrits qui viennent de la Bibliothèque nationale de France. Vous avez parlé de la Lituanie et c'est vrai que à l'occasion de cette collaboration, vous avez aussi étudié donc des aires géographiques qu'on n'associe pas nécessairement traditionnellement à l'islam, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes, etc. Donc ça vous a permis aussi d'élargir un peu la focale sur des zones inhabituellement explorées. Oui, c'était certainement un des apports qu'on n'avait pas forcément anticipé, parce que quand on a lancé l'appel à candidats pour nos postdocs, on a demandé à chaque candidat de proposer son propre projet de recherche qui, évidemment, se rattachait à notre projet général de Coran en Europe. On a eu des projets sur le Coran en Pologne, en Russie, chez les Tatars. Et effectivement, on a organisé des études comparatives entre ces zones et l'Espagne. Et je parlais tout à l'heure de la Jamiado, cette langue espagnole écrite en arabe, en alphabet arabe que les Moriscos utilisaient. On trouve le même genre de phénomène chez les musulmans en Pologne, en Russie, chez les Tatars, où on adapte la langue locale, donc on s'exprime en langue locale, mais en alphabet arabe, il y a un mélange de mots arabes et mots polonais ou russes dans ces écrits. Donc on trouve ce même genre de phénomène de mélange dans les deux cas. On va revoir chronologiquement certains des jalons que vous avez évoqués, John. Pour commencer, peut-être un tout petit rappel sur ce qu'est le Coran. On sait que c'est le livre sacré de l'islam, mais pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il contient et quand il a été compilé ? Alors, moi je suis pas un spécialiste du Coran, mais les spécialistes, donc il y a déjà des récits traditionnels musulmans selon lesquels c'est le calife Othman, le troisième calife, qui aurait ordonné la compilation de le premier exemplaire du Coran d'après les révélations qui avaient été faites par la voix de Mohammed pendant sa vie et qui auraient circulé certains sur des supports écrits et d'autres oralement. Ensuite, ce texte aurait été remanié à l'époque Umayyade, notamment sous le califat d'Abd al-Malik, et on sait que dès le 8e siècle de notre ère, on a un texte coranique relativement stable avec peu de variants. On apprend que la première traduction latine du Coran date du XIIe siècle, le milieu du XIIe siècle, on va en parler, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on connaissait du Coran avant en Europe, c'est-à-dire entre le 8e siècle et le XIIe siècle ? Que connaissait-on du texte ? Très peu. Il y a en Espagne quelques auteurs qui mentionnent le Coran, qui reprennent des bribes de phrases qui viennent du Coran, notamment du culte musulman, la shahada. Il y a une connaissance de l'existence du Coran, mais il semble pas avoir une connaissance approfondie. Cette première traduction latine est effectuée à la demande de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable. Pourquoi Cluny ? Est-ce qu'elle a, disons, une histoire, une relation particulière avec le monde musulman ? Alors Cluny, à cette époque, on est dans les années 1140, c'est le monastère le plus riche et le plus puissant de l'Europe, avec tout un réseau
de monastères dépendants. Et cet abbé, Pierre de Cluny, qu'on appelle Pierre le Vénérable, était en voyage en Espagne. Et là, il a rencontré, et c'est le premier chapitre de notre bande dessinée, il a rencontré deux traducteurs, Robert de Ketton en anglais et Herman de Carinthie. Ils venaient de Carinthie, ce qui est maintenant la Croatie. Ces deux hommes, comme beaucoup d'autres à cette époque, étaient venus en Espagne pour étudier la science, l'astronomie en l'occurrence, parce que évidemment il y a un niveau de connaissance scientifique dans le monde arabe qu'il n'y avait pas dans le monde latin. Donc ils sont allés, ils ont appris l'arabe, ils ont étudié des textes d'astronomie, et aussi c'est la même chose en médecine, en philosophie, dans d'autres disciplines. Et ils ont aussi fait des traductions de ces œuvres en latin. Et Pierre le Vénérable les rencontre et dit, bon, vous êtes traducteur, vous connaissez la langue arabe, vous allez traduire pour moi le Coran. Ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est l'astronomie. Il ouvre un grand coffre de pièces d'or et dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, bien, donc finalement on va. Donc c'est une très bonne idée. Voilà, exactement. Et donc Robert de Ketton a fait cette traduction. Il a pris ça clairement très au sérieux parce qu'il a consulté des œuvres de tafsir, c'est-à-dire d'exégèse musulman. Il se serait fait aider par un certain Mohammed, un musulman dont on ne sait pas autre chose que le nom qui est mentionné dans un seul texte. Mais il a essayé de comprendre le Coran avec cette exégèse musulman, de donner un texte non seulement qui reflète le contenu du Coran, mais qui soit compréhensible et ensuite soit dans un bon style latin ciceronien si vous voulez, qui est assez loin du style du texte original. Mais cette traduction, pour Pierre le Vénérable, c'était clair, il voulait avoir cette traduction pour pouvoir ensuite réfuter ce qu'il appelait l'hérésie des Sarrasins. Et il a écrit effectivement deux textes de polémique anti-musulmane, deux textes qui n'ont pas eu beaucoup de succès parce qu'ils existent chacun dans un seul manuscrit. Mais par contre, la traduction de Robert de Ketton a eu un certain succès. Il y a 24 manuscrits entre le XIIe et le XVIe siècle. Et ensuite, en 1543, c'est cette traduction qui est publiée à Bâle avec une préface de Martin Luther. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que l'objectif premier de cette traduction, c'était de mieux connaître l'islam pour mieux le combattre. Parce que à cette période-là, et en fait jusque tard, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on ne reconnaît pas l'islam comme une religion à part entière, comme le judaïsme ou le christianisme, mais il y a des débats sur est-ce que c'est une hérésie, est-ce que c'est du paganisme, etc. Oui, tout à fait. Et souvent, on l'a classé comme hérésie et on voyait Mahomet comme on l'appelait, comme un grand hérétique. Cette traduction de Robert de Ketton, elle va donc faire référence autorité pendant 3 siècles. Quelle est sa diffusion véritable? À l'époque, évidemment, les livres étaient manuscrits, donc c'était des copies manuscrites. Quelle diffusion elle a eu dans le monde chrétien européen? Bon, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont consulté. On sait, 24 manuscrits, c'est un nombre important. Ça fait pas un best-seller parce qu'il y a d'autres textes qui ont des centaines, voire des milliers de manuscrits. Mais ce qui a assuré le succès de cette traduction, c'est surtout à partir du XVIe siècle, cette impression à Bâle, parce que là, c'est des centaines d'exemplaires qui circulent partout en Europe, et le texte devient disponible à un grand nombre d'érudits européens. Il faut donc attendre, vous l'avez dit, le XVe siècle pour voir de nouvelles traductions arriver. C'est l'époque où Constantinople tombe aux mains des Ottomans et aussi l'époque de la Reconquista de la péninsule ibérique. Donc, quelles sont les logiques à l'œuvre derrière ces nouvelles traductions? Alors, certains des traducteurs sont pas contents de la traduction de Ketton. Comme j'ai dit, donc il s'éloigne un peu du texte parce qu'il essaie de donner ça un style noble comme il le perçoit. Aussi, il a inclus ses explications viennent de tafsir, donc qui sont ajoutées, c'est pas des notes en bas de page, c'est vraiment intégré dans le texte. Et donc, il y a, par exemple, c'est un des chapitres dans notre livre, le 3e chapitre, il y a ce Juan de Segovia, qui est un clerc chrétien, qui décide qu'il veut une nouvelle traduction.
il ne sait pas l'arabe, mais il fait venir, donc il a un monastère d'Aïton en Savoie, il fait venir le faqih de sa ville de Ségovia, Issa Djedir, qui vient travailler avec lui, et donc ils font cette traduction. Donc dans une première colonne, Issa écrit le texte complet du Coran en arabe. Ensuite, dans une deuxième colonne, les deux travaillent ensemble pour produire une traduction en espagnol. Et ensuite, dans la troisième colonne, c'est Juan de Segovia qui traduit en latin. Et en même temps qu'il traduisait, il se donnait des leçons d'arabe à Juan de Segovia. Malheureusement, cette traduction est maintenant perdue, mais on a quelques bribes et notamment la préface. Et c'est intéressant de voir ces deux travailler ensemble. C'est vraiment un travail collectif, mais chacun a ses buts différents, parce que pour Juan de Segovia, c'est toujours dans le but de polémiquer avec l'islam, de convaincre les musulmans de se convertir au christianisme. Mais pour Issa Djedir, c'est pour avoir une bonne traduction espagnole du Coran pour ses fidèles qui, au XVe siècle, maîtrisent de moins en moins l'arabe. On voit qu'effectivement, une des problématiques de ces traducteurs, c'est de trouver en fait des personnes parlant arabe et qui acceptent de travailler sur ces projets. Donc cette connaissance de l'islam au Moyen-Âge, elle implique des circulations de personnes. Vous l'avez dit, il y a des Européens qui vont voyager en terre d'islam pour tenter de prêcher et de convertir, mais sans grand succès. Et puis donc à l'inverse, il y a des gens du monde musulman qui vont venir en Europe. Alors le plus connu peut-être, c'est Hassan El-Wazan, qui est surnommé Léon l'Africain et qui a été beaucoup popularisé par le roman d'Amin Marlouf. Oui, qu'est-ce qui poussait ces personnalités ou savants musulmans à vouloir travailler sur le texte du Coran pour les chrétiens européens? Ben, le pauvre Hassan... alors lui, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Lui a été prisonnier. Donc c'est un émissaire marocain qui était pris par des pirates et il est devenu esclave. Il était vendu ensuite, donné au pape Léon IV comme cadeau. Et Léon IV avait il avait tout de suite compris qu'il s'agissait d'un homme de lettres, un érudit. Et donc il lui demandait de travailler sur divers projets, et notamment elle a travaillé sur une traduction du Coran latin, et dont donc Gilles de Viterbe a perfectionné sa version latine du Coran. Et on a les manuscrits où on voit le fruit de ce travail, les deux hommes travaillant ensemble sur ce Coran. Vous avez dit donc précédemment que les chrétiens européens cherchaient à mieux connaître le Coran pour mieux combattre l'islam, mais on voit aussi au XVIe siècle, et ça c'est donc évidemment nouveau, le Coran qui sert pour des luttes interchrétiennes entre les catholiques et les protestants. De quelle manière est-ce que ces deux camps vont se servir du Coran pour dénigrer l'autre camp? Ça commence déjà avec cette publication du Coran en 1543. Pour Martin Luther, connaître le texte du Coran, c'est utile pour combattre le turc, comme il dit, mais le turc, c'est pas l'ennemi principal, parce que, comme il dit, le diable du pape est plus grand que le diable du turc. Et donc, il trouve des arguments contre, lui et d'autres protestants trouvent des arguments contre les catholiques dans le Coran. Et inversement, des polémistes catholiques comme Guillaume Postel, qui est grand orientaliste, c'est-à-dire professeur d'arabe et d'hébreu au Collège Royal, c'est-à-dire le futur Collège de France, publie 1543, la même année que la publication du Coran avec la préface de Luther. Ce Guillaume Postel écrit un livre qui s'appelle la comparaison du Coran avec les écrits des évangélistes, c'est-à-dire des protestants. Et il trouve des similarités et dit le Coran, comme les protestants, sont contre le célibat des prêtres, ils sont contre l'utilisation des images dans le culte, et il fait toute une liste de similarités pour envoyer dos à dos ces deux grands hérétiques, entre guillemets, qui sont Mahomet et Luther. Ça, c'est l'utilisation de la symbolique, mais même on trouve des éléments sur la doctrine. L'exemple qui est donné dans le livre, c'est celui de l'Immaculée Conception. Oui. Qu'est-ce qu'on en dit dans le Coran et donc comment c'est exploité ça?
Alors, évidemment, l'Immaculée Conception, qui est la doctrine catholique, bon, qui est devenue doctrine uniquement au XIXe siècle, et c'est l'idée que la Vierge Marie elle-même aurait été conçue sans péché originel. Et ce n'est accepté, comme j'ai dit, qu'au XIXe siècle dans l'Église catholique, et ça a fait sujet de débat pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que certains auteurs, notamment franciscains, ont eu bruit de ce hadith dans lequel Mohammed aurait dit qu'il n'y a personne qui n'a pas été touché par Satan, sauf Jésus et sa mère. Alors ça, c'est un hadith de Bukhari. Mais bon, je sais pas d'élucider le contexte de ces hadiths. C'est sans doute une de ces israéliates où on essaie de montrer que l'islam est en continuité avec le christianisme. En tout cas, on voit bien, et ça n'a pas de sens de dire que c'est en faveur de l'Immaculée Conception, parce que l'idée de péché originel n'existe pas dans l'islam, évidemment. Mais on peut comprendre comment un franciscain au XIVe siècle qui voit ça et qui dit « Ah, même Mohammed a compris l'Immaculée Conception, même lui était pour. » Et donc, on a des auteurs qui répètent ça. Et ensuite, des auteurs qui connaissent pas les différences entre hadith et Coran, donc ils imaginent que c'est dans le Coran que Mohammed aurait dit ça. Donc, on a même des tableaux sur l'Immaculée Conception. On voit la Vierge Marie entourée de docteurs d'église qui ont tous leurs livres ouverts où ils montrent leurs écrits sur l'Immaculée Conception. Et dans le coin en bas, il y a Mohammed avec le Coran, avec ce hadith qui est erronément attribué au Coran. Au XVIIe siècle, John, les universités européennes commencent à se doter de cursus d'arabe, de chaires d'arabe. Est-ce que le Coran sert aussi comme outil pédagogique pour apprendre la langue arabe? Oui, on voit chez divers auteurs du XVIIe siècle, comme Thomas van Herpe, que le Coran est utile pour apprendre l'arabe. Pourquoi? Entre autres, parce que c'est un texte qui est vocalisé, c'est-à-dire les voyelles sont marquées, contrairement à la plupart des textes. Donc, pourquoi on veut étudier l'arabe? Surtout parce que l'arabe est proche de l'hébreu, et donc comprendre l'arabe aide à comprendre l'hébreu, et donc il est nécessaire pour comprendre la Bible. Donc, en quelque sorte, on lit le Coran indirectement pour mieux comprendre la Bible. Des auteurs comme Thomas van Herpe, il s'intéresse plus ou presque jamais aux polémiques ni contre l'islam ni contre les catholiques. Pour lui, c'est un outil très intéressant pour apprendre l'arabe. Et donc on voit ça à partir du XVIIe siècle. Il y a différentes manières de lire le Coran où on sort de cet affrontement polémique. Et une autre manière de lire le Coran, qui n'est donc pas strictement religieuse, doctrinaire, elle se voit au siècle d'après, au XVIIIe siècle, où là, notamment des poètes allemands lui reconnaissent des qualités littéraires. Oui, et notamment Goethe, par exemple, qui trouvait que le Coran était un grand chef-d'œuvre poétique. Et là même, Goethe se comparait à Mahomet et disait si Mahomet avait été né à un autre moment, il aurait été poète. Et si moi, Goethe, j'étais né à un autre moment, j'aurais peut-être été prophète. Et quand on pensait les érudits musulmans contemporains de Goethe, est-ce que le fait d'analyser un texte qui est pour eux sacré comme une œuvre de littéraire classique, est-ce que ça a choqué ça? Alors, je pense pas à l'époque, parce que je sais pas s'il y avait une grande connaissance de l'œuvre de Goethe à cette époque par ses contemporains dans le monde musulman. Certainement plus récemment, et ça peut être un objet de fierté. On peut même, si on cherche sur l'internet, trouver plein de sites qui affirment que Goethe s'était converti à l'islam. On trouve les mêmes choses à propos de Napoléon et pas mal d'autres personnes. Mais effectivement, ces opinions positives sur le prophète, sur le Coran, ont pu donner cette impression.
Napoléon, c'est justement l'étape d'après du voyage dans les différents chapitres du livre. C'est d'ailleurs aussi la couverture du livre Oui. chez Hermann, le Coran européen. Il est précisé que c'est une œuvre d'un artiste égyptien qui s'appelle Marwan Shahin, qui s'appelle Road to Cairo, qui a été produite en 2024. Et je crois que justement, elle a été produite, cette œuvre, pour l'exposition de Vienne. Oui, tout à fait. Il a produit donc une série de portraits. Il y a Goethe notamment aussi. C'est un clin d'œil donc aux traditions artistiques arabes et européennes, avec donc cette image de Napoléon qui tient le Coran dans sa main, ou l'autre de Goethe. Et évidemment, pour un artiste égyptien, c'est un peu narquois, si j'ose dire, parce qu'évidemment, les Égyptiens ont une relation compliquée avec Napoléon. Oui, sur ce tableau, on voit Napoléon dans sa posture classique où il a la main droite dans son gilet et dans la main gauche, il tient le Coran. Donc effectivement, on doit parler de la campagne d'Égypte où Napoléon va se servir du Coran. Quelle utilisation il en fait et avec quel succès? Alors oui, il amène le Coran avec lui dans la traduction de Claude-Étienne Savary, qui était produite en 1783. Et Savary présente le prophète Mohammed comme un grand homme d'État, un grand chef charismatique, un homme qui a changé le cours de l'histoire. Et Napoléon s'en est inspiré, en quelque sorte, pour vouloir être un nouveau Mahomet. Il a dit lui-même plusieurs fois. Goethe et Victor Hugo ont aussi fait la comparaison entre Napoléon et Mahomet. Et quand il arrive, il essaie de convaincre les ulémas, donc l'élite religieuse d'Égypte, qu'il est un ami de l'islam, qu'il a un grand respect pour le prophète, pour le Coran. Il affirme même qu'il veut faire du Coran la base de la loi de l'Égypte française. Ce qui a amené mon collègue américain Juan Cole de dire avec un brin d'ironie que c'était Napoléon qui aurait établi la première république islamique de l'histoire. Et donc sans grand succès, c'est ça? Non, sans grand succès, effectivement, ça n'a pas duré longtemps. Les premières éditions savantes du Coran John apparaissent en langue arabe au XVIIe siècle, avec donc des commentaires sur le texte lui-même. Et cette démarche, elle sera reproduite au XIXe siècle par des étudiants juifs allemands, et c'est ce qu'on appelle donc la méthode historico-critique. Quelle est la raison de ce développement de cette analyse scientifique du Coran, et qu'est-ce que ça nous apprend sur le texte? Oui, alors c'était dans un contexte de l'Allemagne du XIXe siècle où cette méthode historico-critique est appliquée pour la première fois à la Bible, où ces érudits protestants estiment qu'il faut analyser la Bible comme étant un texte historique écrit à un moment précis par des hommes qui ont leur raison d'écrire ce qu'ils ont écrit. Et donc, tout cet appareil de critique des textes est apporté à le texte de la Bible, ce qui provoque l'hostilité de certains chrétiens, bien entendu. Et ensuite, en même temps, c'est l'époque pour les Juifs de l'Allemagne et de l'Europe plus généralement de ce qu'on appelle l'émancipation juridique, c'est-à-dire que d'abord en France à la Révolution, ensuite dans la plupart des pays européens, les Juifs qui avaient toujours eu un statut légal inférieur aux chrétiens sont maintenant considérés comme des citoyens égaux avec les mêmes droits que les chrétiens. Ça, c'est au moins la théorie. En pratique, c'est un moment de recrudescence de l'antisémitisme. Et donc, notre dernier chapitre de notre BD, c'est sur Abraham Geiger, qui était un juif allemand. Son père était rabbin, son grand-père avait été rabbin. Lui, c'est une des chefs de ce mouvement de réforme du judaïsme, de modernisation du judaïsme, où pour lui, il faut appliquer cette même lecture critique aux textes juifs, que ce soit la Bible ou le Talmud ou d'autres textes. Et Geiger se met à étudier l'arabe et pour sa thèse, il fait donc une comparaison entre les textes juifs, notamment le Talmud, et le Coran. Et il trouve des similarités entre les deux. Et c'est pas
la première personne à trouver des similarités entre les textes juifs ou chrétiens d'un côté et le Coran de l'autre. Mais souvent avant, les auteurs, surtout chrétiens, ont dit que ça montre que Mahomet est un imposteur qui est là, copié, pris des éléments. C'est pas du tout l'optique de Geiger qui trouve des similarités entre les deux et qui vraiment établit peut-être le premier une étude scientifique de religion comparée en quelque sorte. Et loin d'être de voir islam comme négatif, lui et ensuite d'autres érudits juifs du 19e siècle comme Gustav Weil ou Ignaz Goldziher voient en l'islam qu'ils imaginent aussi comme un monothéisme plus pur que le christianisme certainement, et même peut-être plus pur que le judaïsme. Ils imaginent l'islam comme un modèle pour la réforme du judaïsme. Et c'est le dernier chapitre donc de la bande dessinée. Par construction, le projet s'arrête au milieu du 19e siècle. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé plus loin? Par exemple, dans votre dernier livre personnel, La nouvelle histoire de l'islam, vous êtes allé jusqu'au 21e siècle. Et donc, on aurait pu imaginer que vous auriez pu parler de la colonisation, de la décolonisation dans les relations entre islam et chrétienté européenne. Pourquoi est-ce que, par construction, vous avez choisi d'arrêter au milieu du 19e siècle votre analyse européenne du Coran? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une question des compétences. Moi, je suis médiéviste, mes 3 collègues sont modernistes. Il n'y a aucun d'entre nous qui est spécialiste du 20e, fin 19e, 20e, encore moins 21e siècle. Ensuite, c'est déjà un projet énorme, donc ce serait aborder le 20e siècle aurait été mission impossible. Donc, aux missions au moins qu'on laisse à d'autres. Et c'est vrai aussi qu'il y a un vrai changement de ton au 19e siècle. Je viens de parler de ce changement représenté par Abraham Geiger. Et c'est vrai qu'effectivement, on a une approche beaucoup plus critique, scientifique, entre guillemets, du Coran de la part d'érudits européens à partir de Geiger, justement. Dans la dernière partie de notre entretien, John Toland, je voudrais évidemment revenir sur la critique dont vous-même et le projet avez fait l'objet dans un entretien accordé au Figaro en avril dernier par Florence Bergeau-Blackler, qui est anthropologue chargée de recherche au CNRS. Vous y avez répondu par une lettre ouverte au directeur du CNRS et au conseil d'administration du CNRS. Et puis, plusieurs dizaines de chercheurs vous ont apporté un soutien par une tribune le 19 mai qui est intitulée « Nous sommes fiers de travailler avec John Toland et le Coran européen ». En gros, ce que Florence Bergeau-Blackler dit dans sa tribune, c'est que votre discours qui est de mettre en avant un Coran européen sert peut-être involontairement l'idéologie des frères musulmans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc vous avez répondu évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas lu, peut-être l'échange. Alors c'est assez étonnant parce que au contraire, les frères musulmans n'aiment pas les projets qui donnent des contextes historiques à l'islam, n'aiment pas le fait que des juifs prennent un islam idéalisé comme modèle ou que des chrétiens du XIIe siècle au XVIe étudient le Coran pour réfuter l'islam. Je vois pas en quoi ça pourrait intéresser les frères musulmans. Donc, elle s'est contentée de répéter les accusations infondées d'un article qui est apparu dans le journal du dimanche quelques jours auparavant. Et ce qui embête ces personnes, c'est qu'effectivement, notre vision de l'histoire, qui est une histoire complexe, une histoire pleine de nuances, qui montre la richesse et la diversité de l'histoire européenne, l'histoire intellectuelle européenne dans l'occurrence, est complètement hostile à leur vision mythologique de l'histoire. Et en ça, j'estime qu'on a en face 2 extrêmes droites, si je peux dire ainsi. Il y a une extrême droite islamiste représentée par les frères musulmans, mais encore de manière plus importante par les salafistes et les wahhabites, pour qui il
y a un rêve d'un islam des premiers temps qui était une société idéale, les premiers califes, et ce que j'ai essayé de montrer notamment dans mon nouvelle histoire de l'islam, ce qui n'est pas un scoop pour ceux qui connaissent un peu les textes. Non, c'était pas un temps idéalisé, c'est un temps de guerre civile, de fitna. 3 des 4 premiers califes étaient assassinés. Donc, leur rêve d'un islam pur ne se base sur aucun élément historique. Et de l'autre côté, on a l'autre extrême droite, nationaliste européenne, pour qui l'histoire de l'Europe est uniquement chrétienne et blanche. Et quand on fait, comme je fais, l'histoire du judaïsme et de l'antisémitisme en Europe, l'histoire de l'islam en Europe, évidemment, ça leur plaît pas du tout, parce qu'ils veulent pas admettre qu'il y a un élément juif, un élément musulman dans notre histoire, mais les faits historiques sont là, et il est important, dans l'ambiance actuelle, de le souligner. Le projet a été financé à hauteur de 10 millions d'euros donc par le Conseil européen de la recherche en 2018, et dans cette même tribune, on vous accuse d'avoir dû vous plier, disons, à la doxa européenne qui inclurait l'inclusivité, la cohésion, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous redire comment ces bourses sont obtenues et notamment repréciser que c'est que sur des critères scientifiques? Oui, effectivement, il y a des comités d'experts internationaux dans chaque discipline qui accordent les bourses uniquement sur des critères scientifiques, sans prendre en compte ni des considérations politiques, ni des considérations d'inclusivité ou des origines ou nationalités des chercheurs. Donc c'est important de le dire parce que c'est assez malhonnête que ces gens qui veulent imposer leur vision politique, qui veulent interdire certains sujets aux chercheurs pour des raisons idéologiques, c'est eux qui nous accusent d'idéologie, ce qui est assez farfelu. Oui, vous avez aussi écrit une lettre à la Commission européenne et au Parlement européen, justement pour les alerter sur ces attaques. Est-ce que vous avez l'impression que, comme aux États-Unis, et vous êtes franco-américain, il y a aussi une menace sur la liberté académique en France et en Europe ? Oui, il y a clairement une menace et on voit ça dans différents pays européens. On a vu ça en Pologne il y a quelques années où des historiens qui travaillaient sur des complicités polonais dans la Shoah ont eu des graves problèmes avec le gouvernement polonais. Donc là, il n'est pas impossible de penser que dans un futur proche, si la droite ou extrême droite au pouvoir, extrême droite, mais certains des hommes de républicains ont adopté récemment de plus en plus le langage d'extrême droite, si ces gens sont au pouvoir, ça peut être dangereux pour les libertés académiques. C'est pour ça qu'il y a un projet de loi au Sénat en ce moment qui veut garantir la liberté académique. Merci pour ces précisions, John. Pour terminer, je voudrais donc refaire une annonce et puis vous demander un conseil. L'annonce, vous avez dit qu'il y avait en ce moment une exposition à Nantes qui se tient à la bibliothèque municipale de Nantes jusqu'au 30 août 2025. Et on avait dit au début que chacune de ces expositions avait sa propre thématique, sa propre spécificité. Qu'est-ce qu'on va voir plus particulièrement en Nantes ? Alors à Nantes, on va voir un certain nombre de manuscrits. Donc on commence au Moyen-Âge avec notamment un manuscrit du XVIe siècle de cette traduction de Robert de Ketton. On a aussi la première édition imprimée à Bâle en 1543. On a aussi donc un certain nombre d'écrits du XVIe siècle quand on voit pour illustrer cet affrontement entre protestants et catholiques. Ce qui est aussi particulièrement intéressant à Nantes, c'est qu'on a à Nantes les archives diplomatiques et on a eu certains documents qui viennent des ambassadeurs français à Constantinople au XVIIIe siècle. Et c'est très intéressant de voir leur vision du Coran. Par exemple, un ambassadeur dit que il avait demandé au vizir si ce serait possible pour des missionnaires français de venir prêcher. Et le vizir lui répond,
si moi je vous demande si des musulmans turcs peuvent aller en France avec le Coran, prêcher l'islam, qu'est-ce que va dire votre roi? Et l'ambassadeur dit, je savais pas trop quoi répondre. Eh ben, alors justement, c'est un peu ma dernière question, donc, qui est donc un conseil. On a beaucoup parlé, et puis dans le livre, c'est abordé en détail sur les différentes traductions en latin, en moyen français, etc. On apprend aussi que l'édition du Coran, qui fait référence dans le monde musulman, date de 1924 et a été produite au Caire. Aujourd'hui, si un lecteur français profane veut lire le Coran en français, est-ce qu'il y a plusieurs traductions et éditions en français? Et si oui, est-ce qu'il y en a une que vous conseillerez plus particulièrement? Oui, il y en a plusieurs et chacune a ses qualités, ses défauts. Moi, j'ai tendance à utiliser celle de Denise Masson, que je trouve qui est assez belle et qui est dans la collection de la Pléiade. Merci beaucoup, John Tolan. Merci à vous, Hassan. D'être venu présenter le travail et puis aussi votre vision de la recherche, et j'imagine qu'elle est partagée par l'ensemble de votre groupe de recherche. Oui. Donc vous avez publié 2 livres simultanément. Le premier, c'est Le Coran européen aux éditions Hermann, sous la direction de Yann Loup, Naïma Afif et vous-même. Et le deuxième, c'est une bande dessinée intitulée Safar, qui est donc un peu plus grand public évidemment, parue aux éditions Petit à Petit. Merci beaucoup d'être venu. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro.